Bon, bah, j'ai l'impression qu'il va être temps d'attaquer. Merci à vous, merci à tous. On va commencer Nicolas. Nicolas, fais coucou maintenant vu qu'on est sur Zoom. Il y a d'autres caméras allumées, donc tout le monde ne sait pas nécessairement qui tu es. Aujourd'hui, c'est le lancement. Alors, comme on le disait avec Nicolas, enfin hier, c'était la sortie en librairie de notre nouveau livre Q2C Selling. Il s'est passé d'autres choses dans le monde hier, donc c'est pas l'événement majeur. Super, Nicolas, tu nous fais le Ouais, comme cap ça, on a l'autre pendant côté. la première de couve. C'est un gros boulot qui s'est achevé hier de rédaction, de conception. On vous a déjà présenté le bouquin un peu tout au long de l'année parce que ça fait un peu plus d'un an et demi qu'on y travaille. C'est un nouveau boulot qui commence, celui de faire sa promotion pour qu'il soit lu, vu, entendu, Utilisé. utilisé, bien sûr, et qu'il permette aux équipes commerciales de faire plus de ventes. Je te laisse te présenter, Nicolas, et puis on va parcourir avec vous le bouquin en deux sessions. Il y a une première session, donc c'est aujourd'hui, et il y a une deuxième session, si je ne me trompe pas, qui C'est est le 18, je crois, le 18 18 mars. mars. Tout à fait. Donc on va essayer de balayer l'ensemble du livre sur l'ensemble de ces deux sessions. Comme d'habitude maintenant, vers 10h45, 11h, on va passer en mode after, donc avec beaucoup plus d'échanges et de participation. Euh, on aura deux options selon ce que vous avez envie de faire. Soit tester la méthode et travailler sur le Canva, le Sales Process Canva qu'on a conçu pour déployer la méthode Q2C Selling. Mais pour ça, il faudra se mettre d'accord sur un process de vente qui est peut-être compliqué vu que vous ne faites pas partie de la même équipe commerciale. Ou sinon, de façon plus classique, on aura des Jamboards pour voir ce que vous avez retenu de la méthode aujourd'hui. À toi, Nicolas, pour nous faire une petite présentation de toi et de Sales Odyssey. Bonjour à tous. Donc du coup, je suis le cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Sales Odyssey, qui est présente en France et aux États-Unis. Notre activité, c'est d'accompagner les entreprises dans leur acquisition client et on le fait selon deux axes en fait. Un axe développement commercial, donc ça a toujours été d'accompagner les clients sur la structuration de leur processus de vente et c'est de là qu'est venu le Q2C Selling. Un autre axe qui est plutôt le marketing. Alors, pas comme une agence marketing classique, mais vraiment quels sont les éléments du marketing qu'on va pouvoir utiliser pour enrichir son processus de vente, puisque la clé de notre positionnement, c'est ça, c'est aider les entreprises à trouver des clients et en signer plus. Donc voilà, et puis ça fait effectivement bientôt un an et demi qu'on travaille sur le Q2C Selling avec Gabriel. Donc je suis très content de vous présenter cette méthode aujourd'hui. Ouais, et pour la petite histoire, on s'est connus avec la sortie d'Acquisition Strategy Design, où Nicolas m'a interpellé, m'a appelé, je ne sais plus exactement, pour me dire que notre démarche était assez proche de Spin Selling, qu'il y avait des points communs, qu'il y avait des choses à creuser sur l'aspect plus process de vente, méthode de vente, dans le prolongement d'Acquisition Strategy Design. Et on a commencé à converser comme ça. Au début, je l'ai pris pour quelqu'un d'autre d'ailleurs, quelqu'un qui avait déjà interviewé un de mes commerciaux. Mais malgré tout, on a fait ce bouquin sans se voir physiquement pendant quasiment un an et demi. On s'est vu pour la première fois il y a moins d'un mois. Ouais, que c'est ça, c'est assez rigolo. Bah, ouais, c'était pendant le premier confinement, la première fois qu'on a discuté, avec le lancement de la SD, ouais, sur cette partie vente. On a fait un peu de chemin depuis. Voilà, tout à fait. Et le Acquisition Strategy Design que vous voyez là, c'est plutôt bien vendu. On en est à la seconde édition. Et effectivement, j'en profite aussi pour saluer un truc dont je suis assez fier. C'est ces 4 bouquins qui forment maintenant une vraie collection. Donc, Acquisition Strategy Design qui a été le premier. 3 méthodes marketing pour les RH qui est sorti en juin 2021. Customer Experience Redesign qui est sorti en octobre 2021 et maintenant Q2C Selling. Donc on parle de plan d'acquisition, on parle d'expérience client, on parle de marketing RH, maintenant de process de vente. Il y a un dernier livre qu'on est en train de finaliser qui s'appelle Brand Strategy Design
et qui va travailler la marque et tous les éléments de la marque, à savoir les valeurs, la raison d'être, le positionnement de marque, le territoire de communication, tout ça avec des ateliers d'intelligence collective pour co-construire ensemble ces éléments clés de la marque et pour désacraliser un peu ces éléments-là qui sont souvent pris par des communicants expérimentés qui utilisent des mots compliqués pour en parler. Là, on a mis en place des outils simples pour que toutes les parties prenantes impliquées dans la marque, et en particulier les fondateurs, etc., puissent s'approprier les concepts et définir avec leurs valeurs, avec leur expérience, la bonne marque. On attaque la présentation du bouquin? Ouais. Moi, ce que je voulais vous proposer, c'est peut-être de commencer à pourquoi est-ce qu'on a voulu créer une méthode de vente, hein, parce qu'il y en a quelques-unes déjà sur le marché. Donc, quels sont les éléments que nous, on a relevés dans nos échanges qui ont fini par aboutir à une nouvelle méthode. Ensuite, je vais vous parler un petit peu de la construction du livre. Donc, comment est-ce qu'on a structuré ce bouquin? Parce que vous allez voir que même dans la construction du livre, on a un parti pris important. Et puis, après, présenter la méthode, qui est la première étape du bouquin, sur comment structurer son processus de vente. Le deuxième webinaire qui aura lieu en mars s'intéressera à la troisième partie de la méthode, qui est plutôt les outils qu'on va utiliser tout au cours du processus de vente pour l'enrichir, parce que c'est pas qu'une méthode théorique pour structurer un processus de vente. On a vraiment créé une méthode de vente qui doit à la fois servir la direction commerciale, la direction de l'entreprise pour avoir une meilleure vision de son process, pour avoir un meilleur taux de conversion, mais aussi des outils pour que les commerciaux, pendant leurs entretiens de vente, soient beaucoup plus efficaces et beaucoup plus à l'aise. Donc, on va essayer de séparer les choses comme ça, parce que sinon, ça fait beaucoup de choses pour un seul webinaire, je pense. Ouais, et puis je pense qu'on aura l'occasion, lors du deuxième webinaire, de vous présenter les premiers écrans de SalesDeck. SalesDeck, c'est l'outil que j'ai imaginé avec un startup studio dans le prolongement de Q2C Selling. En travaillant sur Q2C Selling, en ayant posé la méthode il y a un an, j'étais assez fier de ce qu'on avait fait. Vous allez le découvrir ou le redécouvrir. On arrive à un résultat qui a un playbook complet avec un arbre de décision enrichi avec des conversations, enrichi avec des stories, enrichi avec les bons contenus tout au long du process de vente, ce qui fait un playbook que les commerciaux peuvent lire, peuvent s'approprier, en particulier pendant l'onboarding. Mais on sait bien que ce n'est pas les meilleurs pour appliquer, revenir sur un playbook, etc. Et donc, il y a eu toute une année de réflexion sur comment faire en sorte que les commerciaux suivent leur process, en particulier pendant les rendez-vous en visio. Et c'est comme ça qu'on a imaginé SalesDeck. Là, on a bien avancé sur les écrans et on est en train d'avancer sur leur développement. Donc, je pourrais, lors du second webinaire, vous présenter quelques écrans et vous expliquer comment cette nouvelle solution va marcher. On aura le premier MVP début mai. Alors, ça marche pas, ouais, du coup, je vais partir. Nouvelle méthode de vente, Nicolas. En fait, il y a plusieurs éléments de base qui nous ont poussé à challenger les méthodes existantes. La première, c'est que le processus de vente, c'est un processus qui est complexe et qui est constitué de plein d'étapes. La plupart des techniques de vente existantes sont plutôt concentrées soit sur la qualification, soit sur comment présenter des arguments de manière plus efficace, soit sur le closing, mais elles ont une vision qui est toujours très parcellaire en fait, du processus de vente, alors que c'est un process qui est très étendu et très important. Ensuite, il y a autre chose de très important aujourd'hui, c'est que contrairement à une idée largement répandue, la vente n'a rien à voir ni avec la chance, ni avec le talent. Il n'y a pas des gens qui sont nés avec le talent d'être un bon vendeur et puis les autres qui ne le sont pas. Une des très bonnes preuves de ça, c'est qu'un excellent commercial dans une boîte peut devenir très médiocre dans une autre. La raison, c'est pas qu'il est mauvais, généralement, c'est qu'il y a un déficit de process, de structuration du process de vente ou de produits. Il y a des tas de choses qui expliquent ça, mais le talent commercial, c'est essentiellement un mythe, même s'il y en a qui vont être plus à l'aise que d'autres, évidemment. Le souci aussi, c'est qu'on
c'est vrai dans toutes les entreprises, mais un processus de vente, ça a un coût. À partir du moment où on va avoir des personnes qui sont impliquées, qui vont échanger avec des clients, qui vont passer du temps en fait à échanger avec des clients, ce process, il a un coût. Et quand on le fait de manière, comment dire, aléatoire ou au feeling, comme beaucoup de processus de vente dans beaucoup d'entreprises, et ben en fait, on n'a aucun contrôle sur ces coûts d'acquisition. Le dernier point qui nous semblait important et qui a motivé cette méthode, c'est qu'il y a un autre sujet aujourd'hui dans les équipes commerciales qui est un sujet important et une pain importante, c'est la pénurie des talents et le turnover important dans les équipes commerciales. Ce qui rend encore plus essentiel le fait d'avoir un processus bien structuré, parce qu'en fait, avoir un processus bien structuré, c'est assurer un onboarding plus rapide, plus efficace et fidéliser aussi des commerciaux qui se sentent accompagnés dans leur travail quotidien. Donc, c'est un petit peu ces éléments principaux qui ont animé les premières conversations qu'on a eues, Gabriel, autour des méthodes et qui ont fini par aboutir à la création de cette méthode. Au fur et à mesure qu'on échangeait, il y a un autre point de frustration qui a fait qu'on a voulu vraiment basculer sur une nouvelle méthode, c'est le fait que la plupart des méthodes, et même les excellentes méthodes, type, on l'a mentionné tout à l'heure, par exemple le spin selling, qui est une très très bonne méthode de vente, assez complète pour le coup, c'est quand même l'obsession qu'ont ces méthodes de proposer un framework universel. C'est-à-dire que depuis, en gros, toutes les méthodes de vente ont au moins une bonne dizaine d'années, et la plupart proposent des frameworks et de dire, quelle que soit votre entreprise, que vous vendez, les étapes de la vente, c'est ça, et en fait, vous devez faire ça dans tel ordre. C'est une illusion parce qu'en fait, quand bien même vous prenez deux entreprises qui vendent un produit similaire sur un marché similaire, il y a très peu de chances que leur processus de vente, lui, soit le même. Pourquoi? Parce que les commerciaux de l'entreprise sont différents, parce que la culture de l'entreprise est différente et parce qu'en fait, globalement, elles peuvent avoir une stratégie marketing, une présence différente. Et en fait, dire à toutes les entreprises qu'il y a un process qui marche à tous les coups, eh ben, c'est faux. C'est pas vrai, il faut qu'on soit capable d'adapter son processus de vente. Donc, avec ces éléments-là, on avait les guidelines du Q2C Selling, à savoir une méthode qui devait pouvoir s'adapter aux besoins spécifiques de votre entreprise. Donc, c'est un vrai outil, une vraie méthodologie qui permet de créer son processus de vente. Mais un outil qui ne doit pas uniquement servir à alimenter un CRM. L'idée, ce n'est pas d'avoir des cases à cocher et savoir qu'il faut telle et telle étape. Il faut que ce soit un vrai outil qui permette opérationnellement, sur le terrain, aux commerciaux d'être plus efficaces, à l'entreprise d'avoir une meilleure vision de son activité commerciale et de meilleure qualité de projection. Et tout ça avec l'idée que un processus de vente, il doit être rentable. Donc, ça fait partie de la méthode de dire est-ce que je commence ce processus de vente ou pas et comment je fais pour le terminer le plus rapidement possible. Parce que finalement, vendre, c'est bien, mais surtout, ce serait bien que ça rapporte de l'argent. Et c'est un vrai sujet dans beaucoup d'entreprises d'avoir des processus de vente qui sont extrêmement longs, extrêmement exigeants en travail avant même finalement d'avoir signé. Le problème, la question derrière, c'est OK, mais du coup, est-ce qu'il me reste de la marge? Et ça, c'est très important. Donc, pour compléter ce que tu es en train de dire, dans la manière dont on a conçu Q2C Selling, on est parti au début d'un prolongement d'Acquisition Strategy Design. Donc, dans Acquisition Strategy Design, on a une démarche où on construit la stratégie d'acquisition en s'appuyant sur une compréhension du parcours d'achat du client avant même qu'il découvre l'entreprise. Donc, on est aussi sur toutes ces phases d'investigation, de réflexion, où il découvre sa problématique et il commence à se dire qu'il va chercher une solution. Et on s'est dit, en fait, Q2C Selling doit commencer au moment où le client rentre en contact avec un commercial de l'entreprise et on va finalement adapter, prolonger Acquisition Strategy Design à ce moment-là. Et en y travaillant, on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas vraiment, en particulier pour ces raisons économiques, de raccourcissement du cycle de vente, d'identification des facteurs qui font qu'une vente est réussie ou pas. Et on a un peu inversé la méthode pour être sur une méthode qui, contrairement à Acquisition Strategy Design, est plus centrée sur l'expérience des commerciaux
sur l'expérience des ventes passées et de la compréhension de ce qui a fait le succès des ventes passées, plutôt que sur le parcours d'achat du client ou l'évolution, plutôt que centré client, en fait. Et c'est vrai que, en fait, ces deux méthodes qui peuvent fonctionner en parallèle, avec d'un côté toute la dimension client, la compréhension du parcours d'achat et de la fin du parcours d'achat, en particulier au moment où on est en contact avec le commercial, et de l'autre côté, la compréhension par l'entreprise et par ses équipes euh, de ce qui fait gagner, de quels sont les triggers justement pour gagner, que ce soit en termes de personnalité dans l'entreprise, de qui il faut toucher, de critères, de budget, de critères, de timing, etc., pour mettre l'effort nécessaire au succès. C'est important de voir ça comme quoi, selon les enjeux, il n'est pas nécessairement pertinent de ne faire que du customer-centric. L'idée de la méthode, c'est vraiment une approche très pragmatique. Alors, au final, sur certains aspects, quand même, sur l'acquisition strategy design, ce qui avait été très intéressant dans la méthode, et ce qui est très intéressant dans la méthode, c'est la vision globale de l'ensemble des processus d'acquisition de l'entreprise, que ce soit la communication, le marketing, la vente, des éléments comme ça. C'est un autre élément, c'est un élément culturel qu'on va retrouver dans le Q2C selling quand même, parce que notamment dans l'enrichissement, et je pense au contenu, mais aussi à la construction des stories ou des choses comme ça, on a des éléments importants qui sont communs aux équipes marketing, par exemple, et aux équipes de vente. C'est vrai que j'en ai pas parlé aussi, mais le Q2C selling est une méthode qui, par nature, induit un alignement entre les efforts marketing et les efforts de vente. C'est souvent une problématique. Et en fait, vraiment, la manière dont a été conçu le Q2C selling, et notamment cette partie d'enrichissement par le contenu, va aboutir à cet alignement-là. Et ça, c'est hyper important parce que dans une vision d'expérience client dans son ensemble, le processus de vente en fait partie. Et oui, il faut être pragmatique. L'objectif du processus de vente, c'est d'obtenir des signatures rentables. Mais il faut aussi réussir à l'inscrire naturellement dans l'expérience du client. Simplement, ce n'est pas le driver principal sur la vente. Donc, on va dire que sur les prémices, je pense que vous voyez un petit peu qu'est-ce qui a mené à cette réflexion méthodologique. Maintenant, comment est-ce qu'on a construit le livre? L'objectif pour nous, c'était de créer une méthodologie qui serve effectivement d'un point de vue stratégique à se dire « Ok, quel est le processus de vente adapté à tel ou tel produit? Comment je fais pour maximiser mes chances de signature ?» Donc, quelque chose qui est vraiment de l'ordre du pilotage et de la stratégie. Mais c'était aussi de se dire « Ok, le problème des autres méthodes, c'est que super, elles ont un framework, on a ça, mais le commercial, quand il est devant son client, là, dans son rendez-vous, qu'est-ce qu'il fait? Comment il fait pour réussir à aller chercher telle information qu'on a identifiée comme capitale? Comment je fais pour réussir à projeter le client? Comment je fais pour créer cette confiance? En fait, on ne peut pas faire une vraie bonne méthode sur le processus de vente si on ne répond pas à ces questions. Donc, on a voulu à la fois avoir cette vision stratégique process et cette vision terrain. Comment je fais sur le terrain pour aider les commerciaux? Donc, pour construire le livre, on a 3 grandes parties. On a une partie sur la méthodologie de structuration du processus de vente, une deuxième partie sur les clés pour réussir à faire avancer le processus de vente le plus efficacement possible, avec un certain nombre d'astuces qui vont permettre de lever la plupart des freins qu'on va rencontrer dans les grandes étapes de la vente. On a simplifié. En fait, toutes les méthodes, quel que soit le nombre d'étapes qu'elles proposent, sont synthétisables en 3 grandes étapes pour une vente: la qualification, la proposition de valeur, le closing. Est-ce que je suis la bonne entreprise pour le bon client? Comment je prouve à mon client que je suis effectivement la bonne entreprise et comment je le convainc? Et comment je close? Comment je fais en sorte que voilà, c'est signé et on avance, quoi. La vente est remportée. Et après, il y a… Un petit peu, Nicolas, pour enrichir le propos. Avec SalesDeck, je travaille énormément en ce moment pour comprendre comment ça se passe aux États-Unis en termes de processus de vente. Est-ce qu'il y avait des méthodes équivalentes à la nôtre? Quels sont les phasings des différentes étapes de la vente? Et il y a quand même un certain nombre de spécificités
et c'est sympa de le partager. En fait, ce qu'on a fait va ressembler plus, non pas à la définition de ce qu'ils appellent, eux, le sales process, mais plus à la notion de playbook et de play. Et en fait, ils structurent la vente sous forme de plays, donc de jeux, de parties, avec à chaque fois des objectifs à ces plays. Et ça rejoint un peu nos branches du QTC Selling. Et puis, en termes de processus de vente, là, nous, on a nos 3 étapes qui font quand même relativement foi dans toutes les méthodes, qualification, proposition, closing. Eux, ils vont avoir souvent 7, voire 8 étapes, avec du discovery, avec de la recherche, avec la prospection qui fait partie des étapes, et des choses qui vont bouger d'une fois à l'autre. Donc, il ne va pas avoir exactement la même structure. Ils ne vont pas parler nécessairement de qualification, va être plus sur cette notion de discovery. Ils vont mettre entre le discovery et les moments de la proposition une partie recherche, où c'est eux qui font une recherche pour faire des propositions. Donc, c'est assez différent. Et c'est vrai que si on devait un jour traduire Q2C Selling, on aurait quand même d'adaptation. Surtout qu'ils sont très très friands justement de modèles préétablis un petit peu fixes et typiquement cette variabilité culturelle elle se retrouve en fait dans les entreprises parce que si on parle de ces 3 grandes étapes en réalité dans la méthode, dans la manière dont on construit et structure son processus de vente, c'est pas parce qu'il y a la qualification c'est une étape qu'il n'y a qu'un seul rendez-vous par exemple. En fait, c'est vraiment ça l'idée, c'est de créer un outil qui permette de dire ok, j'ai besoin de combien de rendez-vous, qu'est-ce que je dois faire pendant la qualification pour pouvoir avancer à la proposition de valeur. Et on a vraiment voulu s'éloigner de cette logique d'étape parce qu'en fait, c'est très différent. Et en réalité, même nous, au sein de Sales Odyssey, par exemple, suivant la source de l'opportunité, si c'est une recommandation client, si c'est quelqu'un qui vient d'un site Internet, et suivant le besoin ou la problématique plutôt de la personne qui nous contacte, on n'a pas les mêmes étapes. On a toujours effectivement qualification, proposition de valeur et closing, mais on ne va pas avoir exactement les mêmes étapes dedans. En fait, on a utilisé la méthode pour structurer comme ça. Par contre, dans ces grandes étapes, que ce soit la qualification, la proposition de valeur ou le closing, on a toujours les mêmes freins, les mêmes difficultés qui sont rencontrées par les commerciaux. Et donc, dans cette deuxième partie du livre, l'idée, ça a été vraiment de donner les clés, comment, en allant piocher dans les conversations, dans les stories, dans les contenus, en partageant des astuces de commerciaux, comment est-ce que je fais pour surmonter en fait ces difficultés. Et la dernière partie du bouquin, c'est une boîte à outils où on reprend les conversations, les stories et les contenus. On en fait une description exhaustive on a identifié 12 conversations clés qu'il faut avoir dans un processus de vente avec les éléments que ça permet de faire ressortir. Comment, par exemple, je vais prendre le sujet récurrent parce que je crois que je ne sais pas si on a déjà fait un atelier sur un processus de vente où on ne nous a pas posé la question sur comment je fais pour avoir l'info sur le budget du client. Ça, c'est une problématique énorme. Et ben, en fait, dans cette partie, troisième partie du livre, mais on le mentionne aussi dans la deuxième, il y a des conversations et il y a plusieurs conversations qui permettent d'obtenir cette information-là. On explique comment est-ce qu'on va l'obtenir, comment est-ce qu'on amène cette information de manière naturelle. Parce qu'en fait, ça, c'est parmi les inquiétudes les plus importantes. Et en fait, je ne pense pas me tromper en disant qu'à peu près 2/3 des commerciaux arrivent au closing sans jamais avoir réellement abordé la question de savoir est-ce qu'il y avait un budget préétabli et de quel budget il s'agit. C'est extrêmement commun et c'est dramatique parce qu'en fait, on ne peut pas dimensionner son accompagnement correctement si on n'a pas cette information-là. Par ailleurs, ça devrait être un warning. S'il n'y a effectivement pas du tout de budget envisagé de l'autre côté, est-ce que le projet est sérieux? Et c'est toutes ces questions-là qu'on va aborder dans ces outils, dans ces conversations, pour les faire ressortir. Encore une petite remarque, toujours dans le travail que je fais sur SalesDeck, je suis tombé aussi sur un cabinet américain assez spécialisé pour la vente de SaaS, donc Winning by Design, qui a une méthode SPICE qui est assez intéressante pour la vente de SaaS. C'est un beau copain, c'est d'ailleurs Maxence Pain-d'Avoine, c'est lui qui m'a fait découvrir l'inbound marketing il y a 10 ans quand j'ai créé 1 minute 30, qui est aujourd'hui General Manager de Winning by Design en France. Et
Et c'est intéressant dans leur méthode, ils disent ne cherchez pas à découvrir le budget, c'est spécifique au SaaS, hein, en disant qu'en SaaS, le budget, ce n'est pas le sujet. Que pour du SaaS, donc on est quand même sur des abonnements pas terribles, pas extrêmement importants par utilisateur, même s'il y a beaucoup d'utilisateurs, ça peut représenter quelque chose. Mais pour du SaaS, le vrai enjeu, c'est la pain, et le budget est beaucoup moins important. Là où je te rejoins sur nos métiers de service à tous les deux, ne pas avoir de budget, c'est avoir 3 chances sur 4 de se planter quand on émet un budget et qu'on tape à côté parce qu'on ne l'avait pas bien qualifié et pas bien compris. Mais c'est vrai que sur du SaaS, et quand je pense à ce que disent Winning by Design, etc., c'est quand même moins un enjeu parce que déjà, une partie des prix sont affichés ou sont transparents, on est sur un marché. Si le client suit la démo, suit le process, etc., il est au courant. On ne peut pas avoir les mêmes écarts qu'on a sur le service. Et c'est la principale démonstration de l'importance d'avoir créé une méthode qui s'adapte à la réalité de ce que vous vendez. Parce qu'en fait, on vient de montrer que, par exemple, une méthode peut pas être, le processus de vente ne peut pas être le même si on vend du SaaS, si on vend du service, si on vend une maison, si on vend une voiture. Suivant ce qu'on vend et la manière dont on le vend, la manière dont on est positionné en termes de tarifs, des choses comme ça, les éléments de budget ne vont pas être aussi importants, mais par contre, il peut y en avoir d'autres, des éléments de validation qui sont capitaux. Et en fait, ça peut être aussi, il y a des entreprises qui peuvent intervenir que certaines choses. Juste une seconde. Abdel, est-ce que tu peux mettre en mute? C'est toi qui as la main, Abdel. Je vais mettre Frédéric en mute, pardon. Pas de souci. Bon, ouais. Donc, l'importance d'adapter son processus à la réalité de son entreprise. Voilà. C'est bon. OK. Bon, désolé pour ça. Et c'est pour ce type de raison qu'en fait, partir sur un processus qui serait le même pour tous peut pas réellement fonctionner. Il y a d'autres éléments qu'on a pu voir sur la méthode, sur l'importance de créer du lien, d'arriver à se projeter et de se centrer sur ce que tu viens de dire, en fait, Gabriel, la pain, la problématique. Ça, pour le coup, c'est relativement universel, mais de la même façon, on a des conversations très spécifiques qui vont nous permettre d'aborder la problématique sous des angles différents, à la fois sur la nature de cette problématique, ses implications pour l'entreprise, ses implications en termes de valeur et comment se projette votre prospect, en fait, dans sa résolution. Qu'est-ce qu'il espère obtenir en la résolvant? Et ces éléments-là, c'est des éléments qu'on retrouve dans les conversations. Donc, c'est vraiment cette double vision, à la fois le process, comment je le structure, et ces outils, comment je vais les utiliser pour pouvoir progresser dans mon process et faciliter l'entretien de vente. Ce qui fait que ce livre est le plus gros de la collection. On est arrivé à 361 pages. Désolé pour ça. Donc, il paraît assez gros. C'est un vrai pavé. Vous pouvez caler vos armoires avec si jamais il vous intéresse. Surélever les écrans. Mais je vous assure qu'il a d'autres fonctions et un meilleur usage que caler les armoires. Alors, je vous rassure, les pages sont relativement légères quand même. On n'est pas sur... c'est pas l'encyclopédie universelle non plus. Mais ouais, effectivement, vu qu'on a poussé on a poussé la méthode le plus loin possible en ayant des outils le plus détaillés possible, forcément, ça fait un petit peu de matière. Je vous recommande pas de le lire d'une seule traite, pour être tout à fait franc, mais plutôt de piocher dans les outils qui vont vous aider. Et ouais, normalement, vous devriez retrouver à peu près tout ce dont vous avez besoin. Ce qu'on peut peut-être faire, Gabriel, c'est détailler un peu la première partie, la méthode de structuration et les différentes étapes par lesquelles on passe. Et puis, ouais, je pense que le sujet du prochain webinaire, ce sera plus les conversations, les stories et le contenu. Donc, très rapidement... Est-ce que vous avez des questions à ce stade-là? On peut peut-être allumer brièvement les micros ou poser des questions dans le chat après cette introduction complète et claire.
Oui, bonjour à tous. Salut Marc. Il y a un truc qui m'a amusé, qui m'a surpris, c'est que j'avais le sentiment qu'il y a une petite touche un peu de Customer Centric Selling dedans, du CCS. On ressent vraiment bien l'affiliation, en tout cas. Je me trompe ou non? Tu ne peux pas te tromper, dans le sens où on s'est inspiré de toutes les méthodes de toutes les méthodes de vente existantes pour essayer de prendre tout ce qu'il y a d'intéressant dans ces méthodes-là. La philosophie du Customer Centric Selling, elle est bonne. Par contre, il y a des grosses faiblesses sur cette méthodologie-là, sur comment est-ce que je les décline sur le terrain. Et c'est ça qu'on a, par exemple, complété avec le Q2C Selling. Il y a d'autres éléments qu'on a pu piocher dans le spin selling, notamment les spin questions qui sont les questions spin qui sont très intéressantes sur la qualification, ont largement inspiré certaines des conversations du Q2C selling. Je pense aussi à Seven Stories, Gabriel, qu'on aimait beaucoup. Seven Stories, Every Salesperson Must Tell, qui est un super bouquin sur le storytelling dans la vente, qui a inspiré la réalisation des stories. Alors, je dis inspiré parce que nécessairement, et pas par simple volonté de différenciation, on a pris les éléments intéressants dans ces méthodes-là et on les a cités dans le livre. À chaque fois, les passages sont mentionnés, mais on les a complétés avec ce qui nous semblait utile à enrichir. Par exemple, sur les stories, le livre de Mike Adams est excellent, mais on trouvait qu'il manquait des éléments de structuration de l'histoire. Comment est-ce que je crée une bonne histoire qui va à la fois avoir une dimension émotionnelle et une dimension finalement fonctionnelle, qui est comment je fais passer mon message et comment je lui donne plus d'impact avec l'émotion. Et du coup, là, on est carrément allé s'inspirer des méthodes des romanciers, du cinéma, pour pouvoir créer un framework simplifié, mais qui fonctionne bien. Donc oui, customer centric, spin selling aussi. En réalité, il y en a beaucoup, même Médic, c'est des éléments qui ont pu nous inspirer. Je pense qu'on mentionne CAB, on en mentionne beaucoup. Donc l'idée n'est pas du tout de renier tout ce qui a été fait, mais simplement de prendre les bonnes idées qu'il y avait partout, enrichir tout ça pour créer une méthode cohérente. Il y a vraiment une dimension assez systémique du process, de la qualification au closing, avec cette vision à travers un arbre de décision qui permet de présenter chacune des étapes et de traiter tous les cas de figure et d'enrichir chacune des branches de cet arbre de décision avec justement des stories, des contenus, des conversations pour savoir quoi faire et quand. Avec aussi de facto un côté très complet, très théorique, un arbre de décision a un côté un peu rigide, mais qui fait que la sortie d'un atelier, parce que ça peut se faire en une journée d'atelier, on a une vision complète et partagée du process qui traite l'ensemble des cas de figure. Et dans cette même logique, au-delà des techniques de vente, on est allé s'inspirer de d'autres éléments. En fait, alors évidemment, on est allé chercher des astuces qui viennent d'experts de la vente un petit peu partout. Je pense dans la partie 2 où je mentionne certaines astuces, la The Dan Sullivan Question qui est assez connue, qui est un consultant, Dan Sullivan, c'est un consultant en performance commerciale qui a une question qui est hyper intéressante sur la projection pour pousser le prospect à se projeter avec nous. Je pense je vais y arriver, je vais retrouver son nom. Peut-être pas, plus tard. Il y a plusieurs astuces qu'on allait chercher comme ça, des astuces il y a une astuce que j'utilise beaucoup sur demander à son prospect de noter sa capacité à atteindre l'objectif qu'il s'est fixé. Et une fois qu'il a noté cette capacité à atteindre cet objectif, lui demander pourquoi il n'a pas donné une note supérieure. Et là, en fait, c'est une super astuce pour pousser son prospect à expliquer toutes les raisons pour lesquelles il a besoin de vous. C'est des astuces comme ça qu'on est allé chercher, mais même on s'est inspiré du marketing aussi, notamment dans la partie contenu, sur comment est-ce qu'on peut aller chercher les bonnes idées en fait dans toutes les méthodologies pour créer ce processus de vente qui fonctionne bien, qui va permettre de closer plus rapidement des deals dans de meilleures conditions, en étant le plus efficace possible et avec une bonne visibilité sur ce process.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, vas-y. Ce qui fait les spécificités de nos méthodes et de cette collection que je vous ai présentée tout à l'heure, c'est vraiment de s'appuyer sur les outils de l'intelligence collective, à savoir les Canva, à savoir de pouvoir le faire sur un outil comme Mural, comme Miro, enfin tous ces outils de whiteboarding qui permettent à chacun de s'exprimer, à chacun de contribuer. Ça aussi, c'est une des vraies spécificités de la méthode, c'est la dimension co-construite de la méthodo avec l'ensemble des parties prenantes de l'équipe commerciale. C'est un DIRCO, un certain nombre de ses commerciaux, le marketing, qui peuvent travailler ensemble pour comprendre ce qui fait la réussite d'une vente, co-construire l'arbre de décision et puis co-enrichir cet arbre de décision en apportant chacun leurs propres idées et en contribuant chacun à la conception de cette méthode. Tel que vous nous l'expliquez là, moi j'ai quand même l'impression qu'une journée, c'est super court. Je confirme que c'est une journée sport, mais c'est possible. Ouais. Mais c'est le propre un peu de toutes ces méthodes et c'est la puissance de l'intelligence collective et de ces ateliers-là, quand ils sont bien structurés, c'est qu'on peut faire en une journée énormément de choses. Parce que ce n'est pas un seul cerveau qui bosse, c'est plusieurs cerveaux qui bossent. Et vraiment, moi, je suis assez bluffé par ce qu'on fait en une journée dans le cadre de l'ensemble des méthodos évoqués. On arrive vraiment à la fin de journée avec un plan d'action de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut mettre en place. On n'a pas l'ensemble des conversations, on n'a pas l'ensemble des stories, on n'a pas l'ensemble des contenus déjà faits à la fin de la journée, mais on sait quel contenu il faut mettre, qu'il faut définir en plus de ce qui existe déjà. On sait quelle conversation on va devoir travailler, développer parce qu'elle est pertinente par rapport à la phase du process. On sait quelle story chaque commercial devra se construire pour réussir sa vente, etc. Donc, on a cette vision à la fin de la journée, on a la vision de l'arbre de décision qui a été construit et on sait chaque élément qu'on veut rajouter pour faire en sorte que le process fonctionne et comment on a priorisé les actions à mettre en place. Donc, on finit avec un plan d'action qui fait consensus. C'est vraiment le propre de l'ensemble de nos méthodos, c'est à travers une journée d'atelier qui réunit l'ensemble des parties prenantes, on co-construit une stratégie et on termine par un plan d'action qui fait consensus. Et donc, on a gagné énormément de temps. Tout ce qui se fait par des consultants en chambre, en amont, et puis tout le temps après de présenter, de créer du consensus, de faire évoluer en fonction des points de vue des uns et des autres qui n'ont pas nécessairement été bien pris en compte au démarrage. Tout ce temps-là assez long de conception est concentré en une journée à travers ces méthodes d'intelligence collective. Là-dessus, pour donner un peu plus de visibilité sur ce que c'est finalement une journée de Q2C, un atelier d'une journée de Q2C Selling, c'est la première partie du bouquin, c'est la méthode de structuration du processus de vente. Il y a 4 étapes en fait. La première, c'est le Sales Process Canva. Je vais le détailler peut-être un petit peu après, mais l'objectif de cette étape, c'est de se poser les bonnes questions pour challenger chacune des grandes étapes de la vente, savoir ce qui est important, ce qui n'est pas, qui doit être présent, quels sont les éléments clés sur lesquels on doit s'appuyer, quels sont les éléments qu'on doit pouvoir argumenter. C'est plutôt une phase, dans les méthodes que tu utilises, Gabriel, tu parles souvent de phase divergente. On est là, on génère un maximum d'idées, on essaye de comprendre tous les éléments qui vont dimensionner son processus de vente. La deuxième étape, c'est le go-no-go tree ou l'arbre de décision. L'idée, c'est de se dire, OK, comment je fais, quels sont les éléments que je dois valider au fur et à mesure de mon processus de vente qui vont me permettre de déterminer si je continue et comment je continue ce processus de vente. Ça peut être, alors là, il y a énormément de possibilités, mais globalement, ça va être de dire, par exemple, moi, quand j'ai un premier contact avec un client, je sais que si c'est un client dont l'entreprise fait moins de X salariés, eh ben, ce n'est pas dans ma cible. Et donc, en fait, ce n'est pas la peine de faire un processus de vente sur 3 semaines ou 1 mois alors qu'on sait que ça ne va pas marcher. Donc, par exemple, on peut avoir une condition qui est de dire si c'est moins de temps de salariés, eh ben, c'est no-go et on lui explique et on a prévu en fait notre explication pour ça. Si c'est une entreprise qui fait telle à telle taille, et ben dans ce cas-là, on va avoir un process simplifié qui va avoir
qui va devoir valider tels autres éléments. Et puis, si c'est telle taille d'entreprise, ben là, on est sur un processus un peu plus complexe. En fait, l'idée de structurer ce go-no-go tree, c'est d'identifier tous les éléments qui vont être dimensionnants pour la vente pour pouvoir plus facilement modéliser finalement les processus de vente associés. La troisième étape, c'est l'enrichissement. Alors, une fois qu'on a structuré ces processus de vente et qu'on a bien identifié les différents processus qui sont importants pour l'entreprise, c'est comment est-ce qu'on va faire pour enrichir chacune de ces étapes, enrichir chacun de ces process et chacune des étapes. Et par enrichir, c'est quoi? C'est quels sont les outils en fait que je vais donner à mes commerciaux et à mes prospects pour faciliter la progression dans ce processus. Et donc là, on retrouve les contenus, les stories, les conversations, également des tâches, des modalités. Les tâches, c'est à la fois pour le commercial, mais aussi pour le client. C'est assez riche, mais l'idée, c'est vraiment d'identifier tous les éléments dont je pourrais avoir besoin pour aller plus vite, plus loin. Et la dernière étape, c'est de se dire, OK, c'est super, donc là, j'ai identifié tous les process dont j'ai besoin, comment je les enrichis, et ben, maintenant, il va falloir que je mette en œuvre un plan d'action. Comment est-ce que je priorise, en fait, mes actions? Parce qu'à la fin de la journée, on a très bien avancé, on a une vision d'ensemble, et généralement, on s'aperçoit qu'il n'y a pas un processus de vente qui est d'ores et déjà complètement équipé, qui est complètement prêt. Donc, quelles sont les actions qu'on va mettre en place, dans quel ordre, pour le plus rapidement possible, améliorer ma performance commerciale. Et donc là, il y a plein de choses. Si c'est la première fois qu'on met en place le Q2C selling, les stratégies de priorisation, elles vont plutôt se tourner sur quels sont mes produits les plus importants, quelle est ma stratégie commerciale, vers quel type de client je me tourne pour avoir le plus rapidement possible les processus de vente associés qui sont enrichis. Et puis, quand on est dans une phase plutôt itérative, ça va être de se dire, OK, généralement, mes processus de vente qui ont le moins de succès, c'est où que ça échoue? Quelle est la source du problème? Où est-ce que je suis le plus faible? Et donc là, je vais enrichir mon processus. Et ça, c'est facilité parce qu'on a une matrice qui permet d'identifier où se trouve la faiblesse de son processus de vente en fonction des motifs d'échec. Donc voilà. Marc, juste pour revenir sur cette idée d'une journée d'atelier, moi je sais que tu as ton agence aussi, Sales Machine, The Sales Machine, si je veux être complet. Pour nous, les ateliers, que ce soit sur Acquisition Strategy Design, Customer Experience Redesign, 3 méthodes marketing pour les RH, etc., sont un très bon pied dans la porte chez le client pour commencer une prestation, pour co-construire avec lui un plan d'action et derrière enchaîner avec la mise en œuvre du plan d'action. Et ça permet de découper la vente en 2 temps. Et effectivement, dans nos process de vente d'une minute 30, on n'essaye pas de faire directement une vente à 100 000 € avec l'ensemble d'un programme. On vend d'abord un plan d'action à travers une journée d'atelier, un travail préparatoire, une restitution. Et à l'issue de ce plan d'action, on va faire une deuxième vente. Et ça permet d'avoir une première vente plus packagée et une deuxième vente plus sur mesure. Mais l'avantage de la première vente packagée, c'est qu'elle a permis de construire la vente sur mesure et de se faire financer la proposition de la vente sur mesure. Elle permet aussi, souvent à la fin de l'atelier, ils ont vraiment les clés. S'ils veulent le faire seuls, ils peuvent le faire seuls. La réalité, c'est qu'effectivement, la plupart du temps, on va nous demander de travailler sur les contenus, par exemple, ou de travailler sur la formation des commerciaux derrière, ou des choses comme ça. C'est des choses complémentaires parce qu'effectivement, à la fin de la journée, on ne peut pas dire, l'entreprise n'est pas immédiatement une machine de guerre avec des processus de vente parfaitement huilés à la fin de la journée. Par contre, elle sait ce qu'elle doit faire pour atteindre cet objectif. Et là où je voulais en venir, Marc, c'est que si ça t'intéresse de voir comment on anime ces journées, Marc et tous les consultants qui sont présents aujourd'hui et ceux qui regarderont en replay, on a des formations sur 2 jours qui permettent de faire un atelier ensemble sur un cas fictif, de prendre le temps de travailler la posture du facilitateur, parce qu'on est vraiment sur des outils de facilitation liés au design thinking, à l'intelligence collective, et de vous donner les clés pour animer un tel atelier. La formation est sur 2 jours parce qu'on fait un atelier
et on prend un temps méta pour regarder comment l'atelier se passe et qu'est-ce qu'on aurait dû faire et comment ça fonctionne, pour être en capacité après d'animer un atelier sur un jour. Donc, Marc, on sera ravis de t'accueillir dans une formation, ainsi que tous les autres. Si ça vous semble pertinent et si vous voulez vous approprier cette méthode dans votre propre activité de consultant d'agence. Ce n'est pas une méthode exclusive, on est 2 agences à l'avoir conçue et on souhaite qu'elle soit utilisée un maximum par nos confrères, par nos clients ou pour nos clients, bien sûr, effectivement. Et j'ai vu que Bertrand a mis les liens vers la page de vente de la formation. Bravo Bertrand. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que vous voulez qu'on détaille peut-être une étape de... Ben, on arrive à une dizaine de minutes de la fin. Je me dis que ça peut être quand même sympa de partager rapidement une présentation de quelques pages. Jérémy, au cas où, si tu peux mettre directement le lien aussi vers le booklet, enfin le e-book qui présente l'extrait de la méthode que vous pouvez directement télécharger gratuitement. Jérémy va nous mettre ça dans le chat. Comme ça, vous pourrez repartir déjà tout de suite avec un résumé de la méthode, les étapes clés. Et puis nous, on va parcourir quelques pages, vous présenter les grands éléments, vous présenter comment on détaille tout ça dans le bouquin. Et puis, il y a l'after dans une dizaine de minutes. Et à l'occasion de cet after, on pourra soit tester un Canva avec la complexité de savoir que ben, vous n'êtes pas commercial de la même entité, donc c'est un peu compliqué de co-concevoir ce processus. Ou plutôt, je pense que ce sera quand même plus simple de vous séparer dans des breaking rooms pour que vous puissiez partager ce que vous avez retenu et qu'on fasse, comme la dernière fois, un quart d'heure en breaking rooms. Ça vous permet de vous rencontrer, puis un quart d'heure de synthèse et de débrief. Tu fais le partage d'écran, Nicolas ? Oui. Des questions en attendant? Marc, d'autres questions? Daniel, Karine, c'est tous ceux dont je vois la caméra allumée. Mais aussi tous les autres, Brigitte, Isabelle. N'hésitez pas, si à ce stade vous avez des questions, par chat ou directement, oralement, en visio, comme vous le souhaitez. Hop. Alors, j'ai un petit problème de droit d'accès sur Zoom. J'essaie de le faire quand même. Tu me dis si ça fonctionne. Ça a l'air de fonctionner, yes. Ok, super. Super. Du coup, on va peut-être commencer par aller sur le Sales Process Canva. Donc, comme on le disait tout à l'heure, il y a beaucoup de pages, mais elles sont relativement aérées, il ne faut pas en avoir trop peur. Et comme dans l'ensemble de nos bouquins, on a un cas fictif qui présente l'utilisation de la méthode en bande dessinée. C'est l'histoire de la vache pourpre. C'est très pénible à écrire, mais je sais que c'est extrêmement apprécié par les gens qui lisent ces bouquins. J'ai souvent énormément de retours très positifs sur la petite BD, si tu peux la mettre d'ailleurs un peu plus loin de l'exemple de la vache pourpre. Ouais, je vais la mettre sur le... J'ai extrêmement de retours positifs. C'est vrai que c'est pas le plus facile. Ouais. De s'approprier la méthode. C'est vrai que c'est très, très, très pénible à écrire parce qu'il faut devenir un peu scénariste d'une histoire, là où on était plus dans la théorie et en tant qu'auteur, on préfère la théorie. Là, on est plus dans une scénarisation avec un cas particulier de comment les post-it sont posés dans le Sales Process Canva et avec juste avant aussi, si tu peux revenir une page en arrière, un petit storytelling avec les membres de l'équipe qui discutent entre eux sur leurs problématiques et comment ils traduisent cette problématique dans le Canva avec des post-it. Mais vraiment, c'est très apprécié par l'ensemble de nos lecteurs, cette dimension très pratico-pratique de comment appliquer la méthode, et ça permet vraiment de bien se projeter.
Ça, Je te même laisse si aller. effectivement on fait des ateliers, l'idée c'est qu'avec le livre seul, vous soyez en mesure aussi de travailler sur la méthode et de l'animer. Et le gros avantage de ces DD-là, c'est de vous montrer un peu comment ça se passe. On voit les échanges entre les différents personnages, qui ont tous une fonction, et comment ils vont remplir les différents canevas. Je vais peut-être revenir sur le CS Process Canva, j'allais dire vierge, pour le présenter. Je devrais apprendre le numéro des pages par cœur, ce serait beaucoup plus simple. Voilà. Donc voilà, je vous parlais de la première étape qui était le Sales Process Canva, qui est une étape où on va essayer de se poser toutes les questions qui vont nous permettre de bien dimensionner son processus de vente et notamment son arbre de décision qui est dans la deuxième étape. Donc le Canva, il est construit de manière assez simple. On a 3 grandes étapes qui sont la qualification, la proposition de valeur et le closing. Pour chacune des étapes, on va se poser des questions qui sont liées au quoi et au qui. Puisqu'en fait, une vente, c'est ça, hein, c'est qu'est-ce que je vends et à qui je le vends. Et en fait, on ne peut pas oublier l'une des 2 dimensions. Si on le fait, généralement, à la fin, ça ne signe pas. Pour une raison très simple, très logique. Donc, dans la qualification, on va se poser toutes les questions qui sont liées à c'est quoi un bon projet, c'est quoi un bon produit pour mon entreprise. On va se poser la question de qu'est-ce que recherchent mes clients, qu'est-ce que je peux montrer lors de la qualification, c'est ces éléments-là. Et dans le qui, c'est quels sont les bons clients pour mon entreprise. Et là, on n'est plus sur leurs caractéristiques majeures, mais ça va être, par exemple, leur trait de personnalité ou des éléments de background qui nous permettent de savoir qu'avec ce type d'entreprise-là, ça se passe bien. Avec ce type d'entreprise-là, ça peut fonctionner. Dans le quoi, il peut y avoir, dans le quoi, on peut aussi se poser la question de savoir est-ce que ça passe par des appels d'offres, est-ce que ça passe, est-ce que c'est, quelle est la nature du processus. C'est tous ces éléments-là qu'on va challenger. Dans la proposition de valeur, le quoi, il va être tourné sur quels sont les éléments qui vont convaincre mon prospect que je suis la bonne entreprise pour l'accompagner, que c'est le bon produit. On peut retrouver des questions ici qui vont se référer à est-ce que c'est une démo qui va convaincre mon prospect ou est-ce que, au contraire, ça va être des cas clients, par exemple. Ça peut être une étude, ça peut être des éléments comme ça. Est-ce qu'il y a besoin de mettre en place un pilote, un projet pilote ou des choses comme ça? Quels sont les éléments aussi sur lesquels on a l'habitude d'être challengé sur ces process? Et dans le qui, ça va être la question de qui est impliqué dans cette proposition de valeur. Et alors souvent, là, il y a un piège. Tout le monde voit bien que ça peut être le chef de projet du côté de notre prospect, ça peut être son responsable, ça peut être le dirigeant de l'entreprise, ça peut être les services achats. Et on oublie toujours que cette question, elle ne se rapporte pas qu'à notre prospect, mais aussi à notre entreprise. Qui, de notre côté, peut être impliqué dans cette proposition de valeur? Est-ce que je vais, par exemple, faire une démonstration en impliquant un Customer Success ou quelqu'un de l'équipe technique ou pourquoi pas le dirigeant de l'entreprise? C'est ces questions-là qu'on va se poser. Parce qu'en fait, cette implication de notre part comme de celle du client, elle est importante. Par ailleurs, on le voit dans d'autres éléments de la méthode, mais cet aspect-là est particulièrement important parce que le fait d'impliquer des personnes différentes de notre équipe peut nous permettre d'avoir accès à des personnes qu'on n'arrivait pas à avoir en face de nous du côté de notre prospect. Et donc, même chose pour le closing. Qu'est-ce qui peut réduire nos chances de conclure une vente et qui peut s'opposer à la réussite de ce processus de vente? Donc, c'est ces questions-là qu'on va pouvoir challenger dans le Sales Process Canva qui va nous permettre en fait d'avoir tous les éléments en tête pour pouvoir structurer notre arbre de décision. Est-ce que vous avez des questions sur le Sales Process Canva, des choses qui vous interpellent? Juste une petite mise en garde. À chaque fois que tu touches l'oreille, Nicolas, ça fait un Pardon, raccourci. je crois que j'ai un problème de batterie sur mes écouteurs, excusez-moi. Si vous me perdez, faites-moi signe. Pas de questions. On va peut-être présenter le Go No Go Tree et puis, Ouais. on va passer à l'after et ce qui nous permettra la fois d'après de vraiment mieux aborder les 2 dernières étapes de la méthode et les parties 2 et 3 où on donne les façons d'enrichir les canevas
d'enrichir ce go-no-go tree. OK. Du coup, l'arbre de décision, le go-no-go tree, son principe, c'est relativement simple. Alors, je suis désolé, je vais retrouver les écouteurs. Chaque embranchement doit répondre à cette logique-là. C'est si un facteur donné atteint ou n'atteint pas une condition donnée, alors go ou no go, suivant l'atteinte ou non de la condition, suivi d'un nouvel objectif. L'idée, c'est un arbre de progression dans son processus de vente. On ne continue pas un processus de vente parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre. C'est soit on l'arrête, soit on le continue et on a une bonne raison et on a un objectif pour le continuer. Donc ça, c'est la logique de chacun des embranchements. Oula, qu'est-ce qui s'est passé là? Je ne suis pas du tout sur la même page. Je vais y arriver. Je vais aller plus vite comme ça. Je ne sais pas, je reviens toujours au départ. Excusez-moi pour ça. Pendant ce temps, je vais répondre à Brigitte qui nous dit que est-ce que ça a du sens dans une association à vocation artistique ou sociale? Ça a du sens à partir du moment où vous avez des commerciaux. Alors, ils ne sont peut-être pas là pour vendre un produit ou un service, mais ils sont là pour réussir à obtenir des dons, des subventions. S'ils sont en contact avec un ou des clients particuliers ou institutionnels pour aller négocier des subventions, la méthode peut être pertinente. S'il n'y a pas de force commerciale, s'il n'y a pas de force en contact avec des clients ou en contact avec des donateurs, ça ne va pas être une méthode pertinente. Acquisition Strategy Design va être potentiellement plus pertinent pour construire la stratégie d'acquisition plus large. Là, on s'adresse vraiment à des équipes commerciales, même si elles vendent des prestations non commerciales, mais il faut qu'il y ait des équipes, des forces de vente, des forces sur le terrain au contact du client. Donc, ça va vous aider en fait à chaque fois que quelqu'un doit convaincre quelqu'un d'autre de faire quelque chose finalement, et que ce soit bien quelqu'un qui est impliqué dans ce processus-là. Là, la méthode, elle va être utile. Donc oui, association, pourquoi pas. Donc j'ai retrouvé le go-no-go tree. Alors je vais vous montrer celui de l'exemple illustré parce que ce sera peut-être plus facile pour vous projeter. Mais globalement, l'idée, c'est d'atteindre ce type de visualisation où en fait, on a nos différentes phases de la vente avec les différents facteurs qu'on va évaluer, les conditions qui sont pour nous les bonnes pour continuer un processus de vente. Et à chaque fois qu'on a les bonnes conditions, on peut aller à l'étape suivante, qu'est-ce qu'on va évaluer ensuite. Et pour avoir un exemple plus concret, je vais vous montrer l'exemple de la vache pourpre. Alors, il est sur 2 pages, ce n'est pas évident. Mais l'exemple qu'on a pu mettre en place, c'est un arbre de décision où on va avoir un lead, un prospect qui vient du marketing. Il a contacté l'entreprise. On va chercher à évaluer au départ plusieurs facteurs, à savoir la taille de l'équipe commerciale. La condition qu'on veut atteindre, c'est plus de 10 personnes dans l'équipe commerciale et on veut que l'interlocuteur, ce soit le responsable commercial. Si ces 2 conditions sont effectivement remplies, on passe à l'objectif suivant qui est de définir quel est le processus d'achat. Est-ce que c'est un appel d'offres ou pas? Donc là, on va voir sur l'autre page ce que ça donne. Si c'est un appel d'offres, l'objectif suivant, c'est de savoir quel est le délai de réponse qu'on nous donne. Si on nous donne moins de 15 jours, on peut dire non, parce qu'on sait qu'en fait, voilà, il y a des appels d'offres qui sont lancés un petit peu à la légère, où on n'a pas assez de temps pour les préparer, on n'a pas assez de chances de les remporter, donc on ne les traite pas. Si on a un délai de réponse qui est inférieur à 15 jours, mais que ça nous demande plus de 5 jours de travail de traiter cet appel d'offres, on peut dire non aussi, parce qu'on considère que cet appel d'offres est trop exigeant et va coûter trop cher, en fait, même si on le remporte. Et alors que si jamais on est bien sur plus de 15 jours de délai de réponse et moins de 5 jours de travail nécessaire pour les équipes pour y répondre, on considère que go, on continue. Donc, c'est un exemple. On a essayé de bien le détailler pour que vous puissiez vous projeter dans l'application de ce go-no-go tree. Mais
L'idée, c'est vraiment de réussir à chaque fois se poser la question de qu'est-ce qui est nécessaire pour que ça marche. Et quand on dit pour que ça marche, c'est pour que ça marche pour nous, mais aussi pour le client. Et si je ne suis pas absolument persuadé que les conditions sont réunies pour que ça se passe bien pour nous, en fait, il faut arrêter. Parce qu'un processus de vente qu'on continue par politesse, en fait, ce n'est pas poli, ça fait perdre du temps à tout le monde. Et ça, c'est hyper important de le comprendre parce que ça coûte beaucoup d'argent. Ça coûte une fortune et on le détaille aussi. C'est des éléments qu'on a distillés partout dans la méthode, mais le processus de vente, c'est quand même quelque chose qui est très humain. Il y a des humains des deux côtés. Et donc, au-delà de l'argent, de la simple question du process, il y a une question de charge mentale et de motivation. La motivation d'une équipe commerciale, c'est hyper important. Si on continue des processus qui sont voués à l'échec et qu'on met systématiquement son équipe en position d'échec pour de mauvaises raisons, on attaque le capital motivation de son équipe inutilement, on attaque son énergie, on augmente la charge mentale et en fait, on réduit nos chances de gagner aussi les process qui auraient dû aboutir. Et c'est hyper important de réfléchir comme ça. On a des ressources en argent limitées, on a aussi des ressources en motivation limitées. Et il n'y a rien de pire pour une équipe commerciale de faire un process qu'elle sait vouer à l'échec et de se prendre des échecs constamment dans la face, alors qu'en fait, elle n'y est pour rien, elle le savait. L'idée n'est pas d'occuper l'équipe commerciale avec des opportunités virtuelles, mais de s'assurer que chaque minute de l'équipe commerciale est bien utilisée dans le but de signer une opportunité qu'on est en capacité de gagner. Et en fait, cette logique-là, elle est très importante et dans le processus de vente, on peut pas traiter du processus de vente correctement si on n'intègre pas cette dimension humaine. Est-ce que vous avez des questions peut-être sur Je te propose d'arrêter le partage, qu'on revienne en mode plus participatif avec des questions et puis la petite séance d'intelligence collective où on va se séparer en breaking room pour partager tous ensemble les enseignements de cette session. Et je veux bien d'ailleurs, Abdel, que tu nous mettes le Jamboard dans le chat parce que moi, je ne l'ai pas ouvert là tout de suite, donc ça peut être une bonne chose. Et d'ailleurs, c'est le nouveau Jamboard, celui qui est sur les 3 enseignements, pour qu'on puisse l'ouvrir chacun. Mais en attendant, des questions de votre part, si vous en avez. Il y en a